Bonjour Philippe de Normandie, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation à répondre à nos questions dans le cadre de FHP Direct. Vous êtes chirurgien orthopédique et vous êtes aussi directeur des relations médicales du groupe MNH. Alors il y a deux sujets qui nous intéressent, c'est exclusion sociale et handicap. Vous travaillez sur un rapport. Donc le handicap, c'est quelque chose que vous connaissez depuis longtemps parce que vous avez longtemps travaillé à l'hôpital en tant que chirurgien orthopédiste sur le handicap. Quel est le problème aujourd'hui? Est-ce que c'est un vrai problème très fréquent et quelle piste de solution vous entrevoyez? Alors, c'est un vrai problème. Il y a de multiples études, notamment la dernière de l'IRDES, qui le confirme. Et on se retrouve devant un paradoxe avec énormément de rapports qui ont été faits. Je pense au rapport Pascal Jacob, je pense au rapport de l'HAS. Et on se rend compte qu'on a du mal à faire avancer les choses concrètement sur le terrain. C'est très fréquent dans le Et système donc, de soins. le Ouais. souhait des parlementaires a été demandé au gouvernement de faire qu'on ait un rapport rapide, plutôt chirurgical. C'est pas la peine de refaire 200 pages, on s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est pas ça le sujet. Ouais. C'est de trouver quels sont vraiment les leviers qui font que toutes les bonnes idées qu'il faudrait mettre en œuvre et que finalement, collectivement, on pense qu'il faut mettre en œuvre, pourquoi on n'arrive pas à les mettre en œuvre et sur quoi il faut agir. Voilà. Et donc, on est avec Marianne Cornu qui préside le fonds CMU, puisqu'on fait à la fois handicap et exclusion sociale. Et c'est handicap de tout type. C'est handicap de tout type et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de liens entre des personnes en situation de handicap et des personnes en situation d'exclusion. Donc ça a beaucoup de sens de faire ce travail collectivement. L'un favorise l'autre peut-être. Ouais. Exactement. Et donc on est en train de rencontrer beaucoup de personnes. Si jamais dans les auditeurs, il y a des personnes qui ont des idées, on est preneur d'idées pour se dire qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour arriver à mettre en œuvre toutes les bonnes idées que les uns et les autres ont pu avoir. Votre rapport, vous devez le Et rendre quand? on rend le 10 ou le 11 juillet, donc on est à court terme. Et, Alors les pistes les concrètes. pistes, on a un sujet qui est un sujet majeur qui est accès à l'accompagnement de la personne pour qu'elle puisse savoir quels sont les professionnels auxquels elle puisse s'adresser, comment on peut vraiment la tutorer, l'accompagner avec une logique de aller vers. C'est-à-dire comment on repère des personnes qui sont sorties des systèmes de soins pour leur proposer un accompagnement de façon spécifique. Ensuite, on a un deuxième gros sujet qui est un sujet entre guillemets de financement à la fois des structures médico-sociales dans la logique du panier. C'est quoi le panier qui fait que dans le panier de soins, on se dit que toute personne, elle a accès à la prévention, à un certain nombre de choses tout à fait concrètes. Et ça rejoint également le problème du financement du temps, parce qu'on s'est rendu compte que les personnes handicapées, il y a un problème de temps. Et beaucoup de professionnels ou d'établissements disent on ne peut pas parce que comment on valorise intelligemment le temps. Et puis enfin, il y a un sujet, c'est qu'il faut une fois pour toutes qu'on introduise des indicateurs clairs, à la fois dans les systèmes de certification et dans les CEPOM, pour que les gens qui investissent et qui se donnent du mal pour cette population soient, entre guillemets, reconnus et que ceux qui ne jouent pas le jeu, à un moment donné, on siffle un peu la fin de la récréation. Mais les exclus, comment les toucher justement? Parce qu'ils sont exclus alors. Ils consultent les médecins, ils consultent les dispensaires. Ils consultent notamment, souvent sont dans le secteur médico-social. Et j'ai découvert que le secteur médico-social ne considère pas forcément comme une obligation de se dire est-ce que je suis sûr que la personne handicapée que je prends en charge a eu son bilan, ses vaccins et tout. Mais je découvre également quand le secteur sanitaire, je suis chirurgien à Garches, quand je parle avec mes collègues, je découvre, et moi le premier, je me suis interrogé, certes on fait de la chirurgie, on prend des gens avec des choses compliquées, mais on ne s'interroge pas et on ne lui demande pas est-ce que vous avez vu votre mammographie, est-ce que vous avez vu votre bilan de santé qui fait qu'on est dans de la prévention et pas de la gestion en permanence des complications. Donc ça touche beaucoup de leviers et c'est ça qui est difficile. Voilà, ça touche beaucoup, mais on peut les réduire probablement une dizaine de propositions réalistes, opérationnelles qu'on est en train de chiffrer et les bonnes idées, on est preneur. D'accord, alors deuxième sujet très rapidement, il y a un sondage au Doxa qui montre que les infirmiers comme les médecins ne souhaiteraient pas que leurs enfants fassent le même métier, infirmier ou médecin. 15% pour les infirmiers, 30-40% pour les médecins. C'est impressionnant. C'est impressionnant, c'est un sondage qu'on a fait avec MNH Group et Odoxa et d'autres. Oui, ça doit interroger tous les professionnels. Comment se fait-il, alors qu'on est reconnu, et les Français disent qu'on a un bon système de santé, qu'on a des infirmières et des médecins qui sont plutôt au top quand on compare au niveau européen, comment ces mêmes médecins et infirmières disent, surtout aux enfants, ne faites pas ce métier, c'est un métier sur lequel, premièrement, je ne suis pas reconnu, je ne suis pas valorisé, et je n'ai pas le temps de faire mon métier, et je suis en stress. 40 à 50% de personnes sont en souffrance. Les solutions, donc, alors les solutions, c'est transformer le système de soins. C'est prendre conscience qu'on est dans une situation grave, penser que c'est que collectivement qu'on va trouver des solutions pour imaginer, le collectivement étant pas forcément que les professionnels, les institutionnels, mais c'est également les patients et la relation des patients aux professionnels, et puis un certain nombre de propositions concrètes. C'est la raison pour laquelle récemment on a animé, j'ai co-animé un rapport avec Jérémy Séché sur comment on peut changer la vie à l'hôpital. On a un système qui est un système puissant, il faut qu'on arrive à le refaire revivre
pour que nos professionnels soient heureux d'exercer. Alors justement, le président de la République va annoncer un plan de transformation du système de santé. En 2 mots, un mot même, qu'est-ce que vous attendez de ce plan? Qu'est-ce qui vous paraît de votre point de vue le plus important? Enfin, je pense qu'il faut réenchanter notre système. Ce qui est le plus important, qui nous paraissent clés, premièrement, il faut repenser comment on remet les patients réellement dans le système. Ce n'est pas les patients au cœur où on tourne autour, c'est les patients avec les patients. Et la relation soignant-patient, elle est clé. Ensuite, il faut absolument qu'on se dise que finalement, nos établissements, ils ont besoin de marcher sur 2 pieds. À la fois le soin et à la fois l'économie. Et quand on déséquilibre le système, on voit bien que ça échappe. Et donc, ça réfléchit. Troisième point qui nous paraît clé, c'est le problème de gouvernance. Et qu'il faut réfléchir sur des logiques de territoire de santé. Et qu'il faut arrêter de réfléchir soins, il faut réfléchir santé. Ça veut dire qu'il faut réfléchir ensemble des acteurs, le sanitaire, le médico-social. Et c'est quoi la gouvernance de projets de santé territoriale? En gros, l'imagination, elle est quand même sur le terrain. Et sur le terrain, on sait se causer. Donc il faut sortir des postures nationales pour rentrer dans une approche territoriale, mais une approche territoriale globale. On le dira au président. Merci beaucoup. Merci.